Bonjour, bienvenue donc sur ce live 3A ABP pour le livre de Florence Tolosan, la chinoise du tableau qui est ici. Donc j'attends que Florence se connecte pour pouvoir attaquer le live. Ah super, bienvenue Florence, j'attends que je t'invite, parfait. Alors on attend Florence. 5, 4, 3, 2, 1, tu es là. Ça va? Oui, impeccable. Super. Bon, connexion, ok. Ok, nickel. Nickel. Bon, comment vas-tu? Bah, très bien, hein, bientôt les vacances, Ah, donc ça va. super. Voilà. Pas trop chaud? Si, aujourd'hui ça va les records là. Les cigales, ça me donne à cœur joie. Il fait très chaud. Je sais pas combien il fait, mais même là en parlant, je dégouline. Oui, mais moi aussi, il fait pas, Sans rien il fait faire. pas chaud, on crève de choses, voilà. Voilà, c'est ça. Alors, donc, aujourd'hui, donc, on va parler de ton livre, hein, La chinoise autour du tableau, et de ton travail autour de l'écriture, toute ta pensée autour de l'écriture pour les auteurs, ou les personnes qui nous suivent. D'ailleurs, je dis coucou à tous ceux qui se connectent au fur et à mesure. Donc, si on en oublie, faut pas hésiter. Hein. Coucou Claudie. Après, je sais pas, il y a toi et moi. Donc, nous sommes. Bonjour à Fatima. Alors, Florence, je vais Nathalie. te présenter. Donc, j'ai fait une petite fiche parce que je suis pas une bonne élève côté mémoire. Alors, tu vis dans les proches environs de Montpellier. Hein. Pour ceux qui te connaissent, ce n'est plus un secret, tu es non loin de Saint-Gély-du-Fesque. Voilà. Tu es diplômée Dans le en Nord. clinique et tu enseignes dans l'Hérault. Donc, tu es enseignante. Un métier absolument magnifique. Et je tiens à rappeler que ce n'est pas un métier de feignant, comme certains pourraient le croire. Voilà, je rentre souvent en guerre avec ça. Ouais, mais vous avez toutes les vacances. Mais sachez que les enseignants, pendant les vacances, travaillent. Voilà. Donc, Oui. tu as toujours eu cet amour des mots qui a été prégnant chez toi. Et La chinoise du tableau, c'est finalement ton premier roman qui est sorti et qui fait un tabac. Il a été présenté au prix de la première œuvre d'une auteure en 2020. Il a concouru pour le prix du livre romantique en 2019. Il a été d'ailleurs finaliste. Ensuite, tu as eu encore récemment, il a été traduit pour pouvoir être lu à l'étranger. Si je ne me trompe pas, c'est en Floride. Yeah. Aux États-Unis, Aux oui. États-Unis, Tous les États-Unis. en Floride. Et en Allemagne. Et en Allemagne. Moi, je dis, c'est super. Et donc, tu es édité chez M Plus Édition. C'est une maison d'édition qui est à Lyon. C'est une petite maison d'édition. Oui, c'est une maison qui a 3 ans maintenant et qui commence à se développer. Voilà, ça fait C'est une. 3 ans. On fête les 3 ans là depuis début juin. D'accord. Eh ben, franchement, c'est super. Félicitations et bon anniversaire à cette maison d'édition qui semble quand même assez prometteuse puisque quand même d'arriver aussi rapidement à être traduit à l'étranger, je trouve que c'est super. Vraiment, on sait que le livre. J'ai la chance d'avoir un éditeur qui se bat et qui compte pas ses heures, qui se donne à fond pour ses auteurs et voilà. Du coup, tout le monde s'y met aussi, et les auteurs aussi, donc on est très motivés. Voilà. Super. Juste une question à nos internautes. Est-ce que vous nous entendez bien? Parce que je vois que Nathalie, bonjour Nathalie, tu dis que ça mouline. Est-ce que ça mouline que chez toi ou est-ce que ça mouline chez les autres? Parce que moi, pour l'instant, je capte bien. Faites-nous des cœurs, des likes, des coucous. Je sais pas si d'aventure ça marchait pas bien. Donc non, Nathalie, tu ne pourras pas faire partie de la vidéo puisque c'est un live avec Florence. Parfait, tout est OK. Donc, c'est super. Donc, tout le monde nous capte. Donc, j'espère que ça va aller. Alors, tu viens d'être sorti en format poche aussi. Parce que ça, moi, j'ai le Oui, livre qui n'est pas en format poche. Mais donc, le format poche, est-ce que tu l'as à côté de toi pour montrer la couverture? oui, je l'ai derrière là. Je sais pas si on le voit. Ah, voilà, super. Ah, génial, hein? On le voit On là, le voit non? très, Il très est bien. pas à l'envers.
Vous voyez le titre à l'endroit, vous? À l'envers, mais c'est pas grave, on peut lire à l'envers. Voilà. Ça fait. Voilà. Donc, le gros et le petit. Voilà, Voilà. Voilà la taille comme ça, version poche. voilà, le frère et la sœur. Il est sorti le 20 mai 2021. Donc, pour les internautes donc, qui nous regardent, je résume brièvement l'histoire. C'est une histoire d'amour, voilà, qui se passe entre Paris, Montpellier, Saint-Guillain, le désert et la Chine. Dans ce livre sont abordés des thèmes donc bien précis, comme la peinture, avec un très très beau clin d'œil au musée Fabre de la région, il faut le dire. Et on y apprend quelques rudiments de chinois. Donc moi, il y a des choses que j'ai appris. Alors, il y a des choses que j'ai pas réussi à super bien prononcer, mais et le fonctionnement de la langue, les coutumes, dont certaines m'ont beaucoup surprise. Il faudra qu'on reparle de l'histoire des oranges. Voilà, des cadeaux. Ça m'a beaucoup intriguée. Alors pour commencer, j'aimerais savoir comment t'es venue cette histoire, parce que c'est quand même une histoire en perspective. C'est un tableau avec une histoire en fait qui est vraiment en lien avec ce tableau et qui se prolonge en fait à l'intérieur, enfin dans le temps. Finalement, il y a plusieurs histoires. Et bon, je peux pas tout dire parce que si j'avais pas lu le livre, ce serait un peu dégueulasse d'annoncer la fin de l'histoire. Genre, en fait, il est mort à la fin du film. Mais non! Donc, et je vous rassure, il n'y a pas de mort. Combien de temps? Voilà, c'est savoir comment c'était venu comme ça, cette histoire. Ben, en fait, je n'avais pas prévu d'écrire un roman à la base. J'ai voulu écrire l'histoire d'une rencontre parce que je trouve que dans la vie, c'est vraiment, ça fait partie des choses les plus belles. Hein, une belle rencontre de deux belles âmes. J'avais envie d'écrire sur ça. Donc, un dimanche de pluie, je me suis amusée à raconter la rencontre des personnages. Okay. Et ensuite, j'ai poursuivi. Je me suis dit qu'il fallait leur trouver un prénom, leur trouver un métier, un passé, etc. Et voilà, et de fil en aiguille, je les retrouvais régulièrement, peut-être tous les jours. Et j'ai déroulé l'histoire sans savoir où j'allais, sans savoir comment ça finirait, comme ça pour le plaisir, sans savoir que j'allais en faire un roman. Voilà, c'était vraiment un passe-temps, c'était pour le plaisir. Et puis aux trois quarts du récit, je me suis dit que ça serait quand même bien d'aller jusqu'au bout et d'écrire un vrai roman, puisque ça fait depuis toute petite, c'est un de mes rêves. Ouais. Donc je me suis dit, ben là, tu tiens quelque chose, tu es allé jusque-là, ça serait quand même bien de savoir comment ça pourrait finir. Oui. Donc j'ai tout arrêté, voilà, parce que bon, j'étais un peu bloquée à ce moment-là. Donc j'ai tout arrêté, j'ai laissé poser. Et ensuite, je m'y suis remis, j'ai imaginé la fin. Et alors là, ça m'a obligée à complètement restructurer toute l'histoire, à déplacer des parties, à en supprimer d'autres, à tout remanier en fait. Je suis rentrée vraiment là dans un travail de structuration, un peu d'auteur en fait, hein, parce que jusque-là, c'était comme si j'étais dans mes pensées, comme quand on rêve dans le train, qu'on a les pensées qui s'évadent toutes seules. Là, j'écrivais mes pensées en fait. Tandis que là, je suis rentrée dans quelque chose, voilà, je voulais créer une histoire entière. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis beaucoup documentée aussi. Il y a eu vraiment tout un travail, le travail d'auteur qui est arrivé à ce moment-là. Ok, donc c'est-à-dire que pour reformuler, tu es partie vraiment sur de la passion et puis finalement ça s'est structuré. Et comment ça t'est venu cette structure finalement par rapport à est-ce que tu t'es dit ben tiens je vais le présenter? Est-ce que tu te dis à ce moment-là je vais franchir le pas? Ok, ben là je me mets en mode warrior et j'y vais, je prends la technique et je vais le présenter. Est-ce que tu as parce que ça t'a pris combien de temps en fait tout ce processus de travail finalement pour entre l'idée de départ, l'écriture, la relecture parce qu'il y a forcément une relecture, toute cette restructuration dont tu nous as parlé, et la présentation à l'éditeur. Est-ce que tu l'as présenté à un seul éditeur, à deux éditeurs? Comment ça se... Donc en totalité, ça m'a pris au moins 3 ans et je compte pas le temps de recherche d'éditeur. Alors en tout, ça devrait faire 4 ans entre le moment où j'ai commencé l'histoire et le moment où j'ai signé mon contrat d'édition. Ouais. Mais il y a eu vraiment 3 ans consacrés à l'histoire avec beaucoup de pauses, avec beaucoup de moments où j'ai laissé, voilà, parce que j'avais pas du tout
de pression, hein, donc je prenais mon temps. Il y a eu des moments où j'ai laissé complètement, où je m'en suis plus occupée, puis je revenais dessus. Mais à partir du moment où j'ai eu cette structuration là, ce passage, là effectivement, il y a eu un travail un peu acharné. Donc, parce que vraiment, je tenais quelque chose, et là, je sais pas, il y a quelque chose qui me poussait comme un feu en moi, en fait, quelque chose, voilà, que je sais pas d'où ça venait, des tripes, de l'âme ou de l'univers, je sais pas, mais il y a quelque chose qui me porte encore, hein, et voilà, qui m'a pris, et donc là, je m'y suis mis, j'ai commencé à le faire lire à des proches qui sont pas du tout auteurs, hein, des proches de ma famille, des amis, qui m'ont dit, ben oui, c'est bien, bon, mais c'est difficile de savoir si c'est parce qu'ils sont contents que j'ai créé quelque chose ou parce ils veulent faire plaisir. Donc, ils m'ont dit, envoie-le à des éditeurs, vraiment. Donc, je l'ai envoyé. J'ai commencé par les plus grosses maisons d'édition, les moyennes. J'ai eu des retours des fois qui étaient détaillés, donc ça m'a encouragée. Bien. Je me suis dit qu'ils avaient au moins lu jusqu'à la page 200, 250, il y avait des annotations. Donc je me suis dit, bon, ben, et puis de grosses maisons quand même, hein. Donc je me suis dit, bon, c'est peut-être pas si nul, parce que quand on écrit, on n'a aucune, enfin moi en tout cas, j'ai aucune notion de ce que ça vaut. C'est très très difficile d'évaluer, parce qu'on met tellement de passion, tellement on met quand même beaucoup de nous, parce que même si c'est pas autobiographique, il y a des moments où ben, on choisit les couleurs, on choisit tout dans un livre. Donc on choisit les couleurs, on choisit les prénoms, on choisit les endroits. Donc on est vraiment dans quelque chose qui nous fait plaisir, parce que voilà, on essaye de caser quand même des choses. Voilà. Donc on est dans quelque chose de très agréable, de très. Mais est-ce que ça plaira aux autres? Là, c'est autre chose. Et ouais. Ça, on le sait pas. Voilà, donc je manquais de ce retour, et donc au bout d'un moment, j'ai vu qu'il y avait un appel à manuscrit par les éditions Charleston, qui voulait, voilà, et donc il faisait un appel à manuscrit. Le lauréat se voyait récompensé par le prix du livre romantique avec un contrat d'édition à la clé. Donc, je l'ai envoyé, puis quelques temps après, alors que j'y pensais plus, j'ai reçu une réponse positive qui me disait que j'étais sélectionnée parmi 5 romans par les éditions Charleston. Et ensuite, les 5 manuscrits ont été lus par 12 personnes d'un jury. Il y avait aussi la mairie de Cabourg, des journalistes, des libraires, des blogueurs, etc. Là, il y avait 12 personnes, et je suis arrivée 3e. Bien. Voilà. Donc, bon, j'ai pas été éditée, mais c'était quand même une belle reconnaissance. Et voilà, je me disais que de toute façon, si je ne trouvais pas d'éditeur, je m'auto-éditerais. Donc là, je me disais, je peux m'auto-éditer. C'est ce que ça voulait dire. Ça a plu, je peux m'auto-éditer. J'ai pas fait quelque chose de catastrophique quand même, donc je peux tenter. Et là, mon éditeur, ça avait été assez médiatisé. Et mon éditeur m'a repéré comme ça. Il m'a contacté, j'ai envoyé le roman, il a fait lire à son comité de lecture. Et voilà, il m'a rappelé. Et ça allait très vite. Après, l'aventure a commencé, signature de contrat. Voilà. Oui, signature de contrat, correction. Pour la première de couverture, est-ce que c'est toi qui l'as choisi? Est-ce que ça a été de concert avec ton éditeur? C'est important pour ceux qui connaissent pas le chemin de l'édition, parce qu'on se dit, oui. C'est quand même pour moi important de rappeler que le parcours du livre, du monde de l'édition pour un auteur, il peut être aussi brillant comme il peut être chaotique, et que en fait c'est pas parce qu'on a écrit une histoire et qu'on a mis 6 mois à l'écrire ou 1 an, des fois ça peut être beaucoup plus long, le temps d'être édité, etc. Donc c'est important de le rappeler, je pense, et de parler de tout ce processus, de ce rapport avec l'éditeur ou ce rapport à l'auto-édition. Moi je connais des personnes qui s'auto-éditent, et là le fait d'avoir cette reconnaissance, on part effectivement serein sur de l'auto-édition, puisque c'est de plus en plus. Oui. Mais là, voilà, disons que donc cette couverture-là, pour la couverture, voilà. Pour la couverture, c'est moi qui l'ai dessinée, parce que justement, pendant que j'étais dans ma période de recherche d'éditeur, avant de participer au concours pour le prix du livre romantique, je m'étais dit que je m'auto-éditerais, mais je pensais, voilà, pour la famille, les amis, mais je voulais quand même faire quelque chose de joli, que ça ressemble à un livre. Donc, je m'étais amusée à dessiner la couverture avec des crayons pastel, voilà, comme ça. Mais je sais pas dessiner, hein. Je sais pas. Dans ce livre, de toute façon, tout est magique, parce que je dessine jamais, voilà, j'écrivais jamais, et bon, voilà, peut-être que c'est la chance du débutant, j'en sais rien, mais en tout cas, voilà. Moi, après, l'image a été quand même. Internautes là qui nous suivent sur le dessin, sur la première de couve, s'il vous plaît, des petits cœurs. Moi, franchement, elle est capable de faire ça. Elle a été retouchée par le graphiste, hein, qui a quand même
qu'il a lissé, qui a changé un petit peu la tonalité des couleurs, parce que dans l'histoire, elle a une robe à Nice, hein, vous qui l'avez lu, Ouais. vert à Nice, et ça passait pas. Voilà, lui, il trouvait, c'est vrai. Hein, après, on m'a proposé plusieurs couleurs, on a fait énormément d'essais. Hein, D'ailleurs, et c'est très difficile hein, d'abandonner son bébé, parce que moi, j'avais quand même réfléchi aussi. Donc, je m'étais habituée à ma couverture, mais en fait, maintenant, quand je vois les deux à côté, je regrette pas du tout. Le graphiste a fait un travail remarquable, même dans l'impression du titre, ouais. où il a choisi une police d'écriture qui fait penser un peu à un tag de peinture, les taggers. Et il a rajouté des petites choses quand même que j'avais pas mis, la petite fleur, etc. Des choses que seuls peuvent voir des professionnels, enfin des artistes, parce que c'est vraiment un artiste graphiste, vraiment. Voilà, Anthony, si tu me regardes, je te félicite. Voilà, donc je trouve qu'il fait de très belles couvertures, même pour les autres auteurs de la maison d'édition. Et voilà, donc mon éditeur, quand il m'a contacté par Facebook. Ouais. Et voilà, donc comme quoi, hein, les réseaux sociaux, ça ouvre des portes. Il m'a contacté comme ça et il m'a dit, quand il a décidé de le prendre, il m'a dit, je le prends mais avec la couverture. Donc moi, j'ai même pas eu à dire, j'aimerais bien qu'on prenne ma couverture. D'emblée, il lui avait plu comme ça. Ça faisait partie aussi des raisons pour lesquelles il m'avait contacté au début. Ah oui. Il y avait le fait que j'ai été sélectionnée par Charleston, mais parce que la couverture lui plaisait. Mais il l'avait pas lu, hein. Mais bon, ça a fait un attrait. Voilà, il a été attiré comme ça. Donc la couverture. En et général, ensuite, la première couverture, c'est le premier contact avec le lecteur. Voilà. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait quand on prend un bouquin, on regarde la première de couverture et puis après on se dit ah. Et la quatrième. La quatrième. Et voilà. Et on ouvre un petit peu au hasard pour regarder le style de lecture, pour voir si c'est des choses qu'on aime bien lire. Voilà. Moi, c'est ce que je fais en tout cas. C'est vrai que c'est la couverture qui attire. C'est vraiment. Mais après, ouais. Ça peut aussi être révélateur de l'intérieur ou pas. Donc, parce que par exemple, la deuxième est complètement différente. Et il y a des gens qui préfèrent la deuxième. Il y a des gens qui préfèrent la première. C'est vraiment impressionnant comme c'est partagé. Hein. Mais bon, c'est la même histoire quand même. Oui, c'est la même histoire, sauf que moi personnellement, il faut quand même lire la quatrième. Personnellement, je préfère la première celle du premier livre avec la couleur, avec ton dessin. Je préfère celle-ci. Parce que pour moi, j'ai l'impression que ça se rapproche plus du polar avec le noir et le rouge, mais c'est juste mon ressenti. Mais en tout cas, je trouve qu'elle est intrigante et tu as quand même envie d'aller choper le livre quand même. Hein. Oui. C'est le but. Quand tu as écrit, est-ce que tu t'es instauré des petits rituels d'écriture? En fait, c'est pas que je me suis instaurée, c'est que j'écrivais quand je pouvais. Et donc, quand je peux, c'est souvent quand tout le monde est endormi dans la maison, enfin les enfants en tout cas, que tout est calme et que je peux avoir du temps illimité. Enfin, la limite, c'est ma fatigue, on va dire. Mais c'est pas parce que j'ai un rendez-vous ou parce que il faut arrêter. Parce que ça, c'est horrible. Moi, quand je suis lancée, je suis un peu comme dans un état second. Et c'est presque douloureux d'arrêter, comme si je passais dans une autre zone du cerveau, comme quand on est dans la méditation, dans la relaxation. Ça me fait un petit peu ça. Je bascule dans quelque chose. Et là, il faut en sortir. Et même pour quelque chose d'anodin, hein, même si on vient me dire où est-ce que tu as mis les clés ou quelque chose, c'est même ça, ça me. Puis des fois, hop, j'avais une idée et elle part et elle revient plus. Ah. Voilà, parce qu'on m'a interrompu. Donc, du coup, je préfère être sûr que j'aurai du temps, quitte à écrire moins souvent et peut-être pas tous les jours. Mais au moins, quand je m'y mets, je suis concentrée et voilà. J'ai pas cette peur d'être interrompue et de pas pouvoir aller jusqu'au bout d'une idée, jusqu'au bout d'une pensée. Bon, après, quand même, avec la fatigue, c'est difficile, hein, parce que j'accumule du retard de sommeil, donc il faut que j'arrive aussi à... Ouais. Il faut arriver à... Mais bon, quand on est passionné... À concilier la vie de famille, la vie professionnelle, la vie d'écrivain et cette vie intérieure qui est là. Question un peu incongrue, est-ce que tu t'endormais avec tes personnages? Est-ce que tu leur parles? Je leur parle pas, mais parce que j'ai quand même bien conscience qu'ils sont, même s'ils ont une vie, elle est quand même pas biologique. Donc voilà, mais je leur parle pas. Mais je pense à eux, je continue à imaginer ce qu'ils vont faire, ce qu'ils penseraient. Ah mais un tel lui a dit ça.
En fait, comme quand on a regardé un film ou une série, plutôt, on va dire, et qui n'est pas fini, et on continue en attendant le prochain épisode. Voilà, l'esprit continue. Mais c'est à mon insu. Hein. Je peux très bien faire la cuisine, et puis schlac, j'ai une image, et je me dis pas que je vais y penser. Ça arrive tout seul. Alors là, je m'arrête, je vais écrire quand une idée vient, parce que pareil, pour la même raison, les choses sont très volatiles, je trouve. Ouais. Et j'ai toujours un carnet à côté ou alors les notes de mon téléphone pour figer. Alors le pire, c'est quand j'ai des idées qui viennent en m'endormant parce que là, je vais pas rallumer quand même. Donc des fois, je me dis bon, stop, quoi. Mais souvent, j'ai des choses comme ça. C'est un vrai souci, ça, se dire il faut fermer, là, il faut aller se coucher. Faut... Oui, ça arrive moi, ça m'est arrivé effectivement de rallumer pour noter. Oui, moi aussi. C'est et là après le petit train du sommeil étant passé, c'est mort, quoi. Oui, c'est ça. Voilà. Il faut réenclencher un autre cycle. Attends. Et voilà. Et aujourd'hui, avec le recul, comment tu analyses cette phase de réécriture et de relecture avec l'éditeur sur le livre? Est-ce que ça a été douloureux des fois de retravailler des passages? Parce que parfois, il peut arriver qu'on tombe amoureux de sa première version et qu'on ne veuille pas lâcher le morceau. Ce qui peut arriver et ça peut des fois être dangereux parce que du coup, il n'y a pas d'adaptation, enfin de négociation possible. Moi, j'ai eu quand même la chance parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de retravail du texte en lui-même. Il y a eu un retravail d'orthographe ou de syntaxe ou surtout de mise en page, parce que moi, ma mise en page, vu que j'ai jamais été formée à ça, voilà, il a fallu vraiment qu'il y ait quelqu'un qui agisse sur ça et puis je devais la corriger aussi. Parce que chaque fois, avec mon éditeur, l'auteur revoit toutes les épreuves, que ce soit la couverture, que ce soit les corrections orthographiques, que ce soit la mise en page. On a toujours le dernier mot. Donc là, effectivement, il y a eu énormément de relectures et qui arrivait souvent dans l'urgence parce que la date prévue de publication approchant, voilà, il y avait quand même une échéance. Et donc là, oui, ça m'est arrivé de passer des heures entières le week-end à relire et à vérifier. Mais j'ai pas trop eu de relecture parce qu'en fait, j'ai pas eu beaucoup de réécriture parce qu'avec toutes les fiches de lecture que j'ai reçues des maisons d'édition, avec souvent des conseils, et Charleston aussi parce que je les ai contactés après pour leur demander s'ils avaient les fiches de lecture. Donc ils m'ont donné quelques indications de choses qui revenaient souvent parmi les 12 membres du jury, en positif comme en négatif. Donc il y a des choses que j'avais entre ce moment-là et le moment où mon éditeur m'a appelé, il devait y avoir à peu près 2-3 mois quand même. Et bien pendant ce temps, j'ai réécrit et j'ai modifié des choses. Il y avait des longueurs, il y avait des trop longues descriptions parce que voilà, on se voit pas aussi. Et puis moi, je suis quand même assez passionnée, donc les gens aussi n'ont peut-être pas les mêmes passions. Donc voilà, j'ai retravaillé sur ça. Alors, je sais que bon. Du coup, enfin, je sais que c'est pas facile. Alors, pour y arriver, en fait, ce que j'ai trouvé une technique, c'est que quand j'enlève quelque chose, je fais un copier-coller et je me mets sur un dossier ailleurs. Comme ça, je l'enlève sans le perdre. Et si je regrette ou si je veux le réutiliser pour un autre livre, par exemple, en le réadaptant bien sûr, mais si je trouvais l'idée bonne ou le passage ou la réplique entre deux personnages intéressants, mais que du coup, pour le confort du lecteur, on a choisi de l'enlever ou j'ai choisi moi de l'enlever, du coup, je le jette pas en fait. Donc ça m'arrache pas le cœur et j'ai pas c'est pas difficile, il n'y a pas cette frustration. Voilà, je me dis que hop, c'est quelque part. Alors en plus, après j'y reviens jamais. Mais ça fait comme un petit sas pour accepter effectivement d'enlever des passages où on s'est quand même investi. Chaque passage, c'est difficile, effectivement. Je trouve que c'est le plus dur d'enlever. Ouais. C'est un vrai exercice, effectivement. Oui. Est-ce que aujourd'hui, donc là, on est sur un livre romantique. Est-ce que toi, tu envisages, par exemple, d'écrire un polar ou d'écrire sur un sujet, sur une rubrique littéraire complètement différente en fait. Parce qu'il y a Oui, que je rentre dans un livre de genre. Ouais. Genre. Parce que là, je suis sur de la littérature générale, parce qu'en fait, c'est romantique, mais c'est pas non plus une romance, pas du tout. Puisque l'histoire d'amour, elle y est, mais elle y est en toile de fond pour expliquer tout ce qui se passe autour. Toute cette recherche, cette quête identitaire, tous ces voyages et voilà, ces allers-retours dans le passé, dans le futur, etc.
tout ça, c'est pour l'amour. Mais Alors, voilà, on n'est c'est pas pas dans la non plus science-fiction la non plus, hein, parce que aller, retour dans le voilà, futur, etc. voilà. C'est pour les internautes hein, que je précise. C'est vraiment, Mm. je dirais, c'est plus dans la quand on l'avait évoqué, moi j'avais plutôt pensé à de la réincarnation, enfin à quelque chose qui se transmet à travers des générations et il y a quelque part à travers ce On, personnage. on est sur un fil. Ouais, Ouais, en fait, on est sur un fil entre la réalité et un petit peu le spirituel ou un petit peu, comment dire, fantastique, mais vraiment, c'est un c'est fil très 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 fin. nu. Hein, Enfin, c'est vraiment rien, quoi. Voilà, il y a une légère bascule à plusieurs moments. C'est ça qui me plaît justement, qui est une légère bascule parce que j'aime bien. En fait, je lis beaucoup de livres quand même d'anticipation quand je regarde, parce qu'avant l'interview. Vu que vous m'aviez dit un petit peu ce que vous alliez me poser comme question, je dis vous, je dis oui, tu, je sais plus. Quand on se voit en vrai, je dis tu. Mais là, c'est vrai qu'avec la distance, je sais pas pourquoi. Donc, quand tu m'as passé les ouais. questions, en fait, du coup, ça m'a obligé à réfléchir un peu, notamment quels sont les auteurs que j'ai aimés, etc. Et je me suis rendu compte quand même, en réfléchissant à ça, que j'aime bien les livres où il y a un petit peu de ces distorsions ou même carrément des passages carrément ou dans la science-fiction ou dans après je sais pas si j'arriverai à écrire ça parce que ça demande une autre imagination. Plus on est loin, enfin plus on est loin de la réalité, plus ça demande de l'imagination et de faire des choses qui n'ont jamais été dites, etc. Et pour moi, c'est quelque chose qui me semble une montagne. En fait, j'aurais du mal à écrire un vrai livre de science-fiction ou d'anticipation. Mais bon, on peut jamais dire Fontaine, hein, parce que moi, voilà, on m'aurait dit que j'allais écrire un livre, voilà, je l'aurais pas cru. Donc peut-être qu'effectivement, j'irai vers ça. Si je devais changer de genre, j'irais plutôt vers ça, vers de la dystopie, voilà, vers La dystopie c'est dark hein, parce que là ton univers. oui, non, pas la dystopie, c'est pas ce que je voulais dire justement, j'arrivais plus à trouver le mot, vers de l'anticipation. Ouais. C'est-à-dire pas vraiment de la science-fiction, mais de l'anticipation dans le sens, je sais pas si c'est le bon terme, mais dans le sens où c'est lié à la réalité, plus tard, mais dans pas trop longtemps. Un peu comme dans mon livre aussi, Ben, à des ça peut. moments. C'est-à-dire une fiction qu'on peut imaginer encore quand même. Hum. Voilà. Et pas avec des extraterrestres, pas avec non plus le fantastique, avec des dragons, etc. Je me sens pas attirée vers ça. Voilà. Mais bon, on ne sait jamais. Hein. L'imagination est tellement, c'est infini. Hein. Donc ça On peut un pourrait jour, très je peux bien avoir aussi envisager envie. un dragon en mobilette en 2084 Tout est dans un faisable. pays qui aujourd'hui en dictature est devenu une démocratie. Oui, oui. Tout est faisable. Mais c'est vrai que je suis quand même attirée par les choses où on est dans la réalité, mais pas trop. Par exemple, un Q84 d'Haruki Murakami, Haruki, je sais plus, Oui, il n'est pas Murakami. facile à. Euh, voilà, parce que là, on est dans pareil. Il y a dans ce livre, il y a deux choses. Il y a la réalité et puis il y a aussi une autre réalité et les personnages basculent de l'une à l'autre. Ça, ce genre de choses, ça me plaît. Alors, je ne sais pas si je serais capable de le faire, parce que là c'est un grand maître. Hein. Ouais. Un grand maître. Voilà. Faut essayer. Mais voilà, pourquoi pas. Challenge. Mais je ne pense pas écrire de thriller. Je ne pense pas écrire peut-être un polar, peut-être, mais pas un thriller. J'ai besoin d'écrire du positif et de lire du positif. J'ai beaucoup lu de thrillers il y a quelques années et c'est vrai que depuis quelques temps, peut-être depuis les attentats de Paris, je pense, j'ai plus envie j'ai envie de m'évader dans des choses qui me font du bien et pas qui me créent de nouvelles angoisses. Donc j'ai un peu de mal à lire des choses très violentes, surtout quand il y a des enfants qui meurent ou qui se font torturer, des choses comme ça. J'ai pas de plaisir. Enfin, moi, j'ai pas envie de me mettre ça dans la tête, mais même pour les films. Hein, voilà. Je suis pas comme la génération de mes enfants qui se régalent de voir des choses comme ça. Moi, voilà, j'ai besoin de choses qui m'évadent, qui me font rêver, qui ouvrent mon esprit, qui me permettent de découvrir d'autres cultures aussi quand je lis. Hein. Donc, quand j'écris aussi, du coup, j'ai envie de faire connaître les pays que j'ai visités. En parlant de, puis un partage. en parlant de pays que tu as visité la Chine. Oui, j'y suis allée, j'ai fait du chinois. J'ai toujours été attirée par la Chine et depuis petite et je sais pas pourquoi. Je sais pas quel a été l'élément déclencheur. Il y a dû en avoir un, hein, mais ça m'a jamais quitté.
J'aime les saveurs, les odeurs, les goûts. Dès que je vois quelque chose qui ressemble un peu à l'Asie, de suite, j'aime bien que ce soit le Japon, que ce soit bon, la Chine particulièrement, puisque j'ai fait du chinois, que j'ai une prof de fac qui était merveilleuse, Ouais. qui avait vécu en Chine et qui m'a transmis vraiment la Chine de l'intérieur, pas la Chine des voyages touristiques dans les hôtels 4 étoiles, la Chine des villages. Voilà. Et c'est ce que j'ai voulu faire quand j'y suis allée. J'ai voulu aller dans les endroits un peu reculés et pour sortir justement des chemins touristiques et puis aller à l'encontre du peuple. La Chine qu'on voit pas aux infos, la Chine des gens, voilà, des gens qui vivent des fois, qui vivent dans des endroits reculés où il n'y a pas la télé, où il n'y a pas Internet, comme dans les Dong, la minorité ethnique dont je parle dans le livre, dans le prologue et dans l'épilogue. Là, j'y suis allée, j'ai vécu chez l'habitant. Voilà, donc j'avais envie de leur rendre hommage et c'est vrai que mes personnages, je ne pouvais pas faire autrement avec du recul. Ils ne pouvaient pas faire autrement que d'aller en Chine, même si je l'avais pas prévu au départ. Ils ne pouvaient pas faire autrement. Par contre, mon deuxième livre, j'ai envie de faire découvrir autre chose, donc ça sera toujours sur l'Asie, mais pas en Chine, probablement en Indonésie, parce que j'y suis allée. Et que pareil, j'ai envie de transmettre ça et de me documenter justement parce que même pour la Chine, j'ai dû me documenter parce qu'on n'a jamais assez de nourriture hein, quand on écrit. Pardon, quand on écrit, je parle tellement que j'ai pas le temps de respirer. Quand on écrit, on a vraiment ce besoin aussi de continuer à chercher parce que moi j'aime apprendre. C'est pas pour rien que je suis enseignante. J'aime apprendre aux autres. Donc là, l'écriture aussi c'est un moyen pour moi de continuer à me nourrir et à nourrir les autres d'une autre manière que ce que je fais en classe. Et donc je pense que tous mes livres auront un lien avec notre culture. On verra, mais et alors, c'est quelque ce chose qui est formidable, moi, je trouve, c'est que tu as réussi dans ce livre à faire le lien entre ici et là-bas. Et ce voyage dans le temps aussi avec ces deux générations là qui s'attendent un petit peu plus dans le futur. Et donc oui, ce côté un peu à la fin, bon, je peux pas dire. Euh, on ne dit pas. Et donc c'est terrible hein, parce que moi je suis la reine du spoil, donc voilà, je me surveille, je fais hyper attention à ce que je dis. Et donc c'était le musée Fabre et toutes ces techniques, oui. vraiment ça a dû me demander une très très grosse documentation sur la technique de peinture parce qu'il y a toute cette histoire autour de ce tableau avec ce dessin caché derrière. Enfin bon, il y a plein de recherches de techniques, etc. Et en filigrane, il y a une deuxième histoire d'amour de sa copine qui est moins chanceuse quand même que oui, parce que c'est la vie. Hein. voilà, et que c'est la vie, mais bon, quand même, si, hein, à la fin, ça a l'air de compter. Mais ce qui est chouette, c'est que vraiment, on a vraiment, moi, j'ai découvert des choses sur la peinture que je ne connaissais pas, notamment sur des techniques pour décrypter là tout ce qu'il y a dans ces tableaux. Pour dater, ouais, le laser. Pour dater les peintures. C'est assez impressionnant. Oui. Ça a dû te demander, est-ce que tu as été en contact avec le musée Fabre à Montpellier? Non, j'ai pas été en contact pour le roman, mais dans le cadre de ma formation d'enseignante, j'ai eu des formations au musée Fabre avec des intervenantes qui nous expliquaient beaucoup de choses sur la restauration des tableaux, sur les œuvres elles-mêmes, sur les techniques des peintres, et j'ai toujours aimé ça. Sans me peindre moi-même, hein, mais j'ai toujours aimé l'art en général. Mais j'ai beaucoup recherché pour le tableau. À mesure que l'histoire avançait, j'ai dû faire mes recherches et j'avais pas le temps, au moment où j'écrivais, d'aller au musée Fabre. Enfin voilà, c'était compliqué aussi de prendre rendez-vous, de savoir qui contacter. Donc j'ai recherché en bibliothèque, à la maison aussi, sur Internet. Oui, parce qu'il y avait toute la... J'ai beaucoup appris. Moi, quand je l'ai lu, il y a toute la partie, il y a un mélange en fait entre la technique dans ce tableau, entre la technique de peinture asiatique et la technique française. Et c'est le grand mystère de savoir mais qui a peint ce tableau, quoi. Enfin, voilà. Et donc non, ça peut pas être quelqu'un, ça peut pas être une autre personne, ça peut pas être lui, ça peut pas être. Donc c'est presque une petite enquête autour de ce tableau, mais qui. Oui, il y a une enquête vraiment artistique. Ouais. Et c'est vrai que les Chinois n'ont pas la même façon de faire que l'Occident, bien qu'il y ait eu aussi des interactions.
Il y a eu l'exposition universelle à Pékin où bon, il y a eu des peintres qui sont venus, des fois des peintres français. Donc il y a eu des échanges et ça a nourri des deux côtés. Ça a nourri leur création. Ils ont eu des impacts. Ouais, c'est chouette. Voilà. Donc ça brouille les pistes dans mon histoire. Ça brouille bien, ça brouille bien. Voilà. On est là, on se dit bon, alors, mais qui ça peut être? Enfin, hein? Quand est-ce qu'elle va nous dévoiler l'histoire? C'est pas possible, ça. Enfin, non. Mais c'est vrai que c'est. Alors, par contre, oui, ce que je voulais donc te demander, l'histoire. Il y a cette histoire avec les oranges dans cette tradition. Et parce qu'on a deux, trois traditions là comme ça qui sont dévoilées au fil du livre. Et c'est une histoire, c'est un cadeau, hein, c'est ça? Non, en fait, la mariée, dans la chambre nuptiale, doit peler 2 oranges parce que c'est un gage de Ah voilà, c'est longévité ça. du couple. Mais 2 oranges. Donc elle pèle les 2 oranges et il les mange. Voilà. Ok, mais est-ce qu'il faut que toute la peau elle soit ensemble ou il faut juste peler Ben, ça, je sais pas. Et j'ai cherché. Mais j'ai jamais vu que la peau doit être ensemble. Parce que moi, j'aurais pensé, moi, dans mon histoire, dans mon imaginaire, j'imaginais qu'il fallait vraiment qu'elle fasse quelque chose de joli et puis hop, que tout soit attaché à la fin, comme j'aime bien faire moi-même des fois. Non, je sais pas. Je suis pas arrivée à trouver. Donc, j'attends qu'un Chinois me le dise. D'accord. Donc, s'il y a des Chinois qui m'écoutent ou des sinologues. Oui. Et Mais ça se perd aussi un petit peu parce que là, c'est vraiment la tradition. Et puis, bon, la Chine évolue. Hein. Donc, maintenant, ils se marient souvent en blanc, à l'occidental, et pas en rouge comme avant. Maintenant, ils se marient parce qu'ils se choisissent. Avant, il y avait des entremetteuses où les familles, bon, voilà, les familles choisissaient des époux et des épouses qui partaient vivre dans la famille du marié et qui ne revoyaient plus sa famille. C'était quand même quelque chose de très difficile. Hein. ben dis donc, oui. Et Elles avaient la belle-mère, en fait, qui régentait tout. Enfin, elles vivaient avec la belle-mère, quand même. Donc, il y a eu quand même des femmes assez malheureuses, hein, parce qu'elles tombaient sur des marâtres hein, et devenaient un peu l'esclave. ouais, il y a intérêt à bien s'entendre avec belle-maman, quoi, en fait. En gros, c'est. Voilà, là, c'était la loterie, hein, puisque de toute façon, elles ne pouvaient rien choisir. Bon, ben finalement, je vais rebrousser chemin. Vous ne pouvez pas partir, madame. Vous êtes mariée, c'est foutu. Ah oui, non, mais Ouais. J'avais donc une autre question, c'était qu'est-ce que représente pour bon tu l'as un peu dit quand même, mais qu'est-ce que représente pour toi l'écriture et la fonction d'écrivain au sein de notre société? donc, pour moi, l'écriture, c'est quelque chose qui me permet de me recentrer un peu sur mon moi intérieur, sur mon moi profond, hein, des moments qui ressemblent à. J'ai fait un peu de méditation et je ressens un petit peu cette même sensation d'être en phase avec moi-même et de me ressourcer, de me recentrer, voilà, de faire abstraction un peu de tout ce qui se passe autour et de pouvoir, voilà, un petit havre de paix, un moment où je suis libre aussi complètement parce que je peux tout créer, je peux tout choisir. Il n'y a aucune limite dans l'imagination, hein, on peut, dans l'écriture, encore plus qu'en peinture, je dirais, parce que dans la peinture, par exemple, on est limité par la technique. Des fois, on voudrait rendre des choses, mais voilà, on est limité par la matière. Là, il n'y a pas de matière. Il y a qu'un clavier ou un stylo. Et donc, tout est infini. Avec 26 lettres, on peut faire, on peut Un faire livre. une infinité de choses. On peut faire un livre, 2 livres, Et 3 livres et toute une. voilà. C'est comme pour la musique, hein, avec quelques notes. Voilà, il y a cette liberté aussi en musique. Bon, on est peut-être des fois limité par l'instrument, on n'a peut-être pas la dextérité qu'il faut avec les doigts, etc. Que je n'ai pas. Voilà. Mais après, pour l'écrivain en général, je dirais que le rôle d'un écrivain, je pense que c'est de partager et aussi d'ouvrir l'esprit des lecteurs, de leur permettre de sortir de leur quotidien, de leur vie et d'avoir justement cette respiration, parce que je pense qu'on en manque encore plus dans les sociétés actuelles où les gens travaillent beaucoup. Là, ça permet peut-être la lecture de vivre d'autres vies que la sienne.
Et plus on en vit, ben, plus on s'enrichit, plus on a d'une expérience par procuration, mais c'est quand même une expérience. Et je pense que les auteurs ont ça, en plus de d'autres choses, hein, comme une sorte de devoir de mémoire, hein, puisque certains auteurs qui écrivent des romans historiques qui sont documentés vraiment, où c'est vraiment de l'histoire, il n'y a pas trop d'imagination, on va dire, où c'est des faits. C'est important aussi parce qu'il y a cette transmission aux futures générations. Après, voilà, les idées aussi politiques, la philosophie. Voilà, je pense que les auteurs, quels qu'ils soient, parce qu'il y a toutes sortes d'auteurs, sont là aussi pour aider les gens à mieux vivre et à voilà, s'échapper un petit peu de leurs conditions et aussi peut-être appréhender ben, notre condition ultime qui est la mort, finalement. Et tous ces moments, tous les arts, je pense, dans leur ensemble, nous permettent de mettre une distance avec ça et d'accepter, pas d'accepter, mais de faire avec et de nourrir notre âme, en fait, un peu voilà, pour lui apporter quelque chose un peu plus de spirituel, on va dire, que ce quotidien et les soucis qu'on peut avoir, je sais pas, de santé, de travail, etc. Et on a besoin quand même à des moments de se régénérer, alors que ce soit le cinéma, que ce soit la lecture, que ce soit les musées, etc. Je mets tout ça un petit peu, voilà, je dis les auteurs, mais je pense que globalement, c'est tous les artistes. Voilà. Est-ce que Parce que l'art parle à l'âme, je pense, il parle à notre inconscient, il parle à l'âme. Je sais pas, on l'appelle inconscient, on l'appelle âme. Tous les arts, justement, sont en relation vraiment. ouais. Ça touche quelque chose en nous de profond et qui nous relie aussi les uns les autres, qui relie l'humanité. Et c'est ce qui nous relie. Et en fait, dans mon livre, souvent, j'ai eu des réactions comment dire, des lettres de lecteurs, de lectrices surtout, qui m'ont écrit hein, et qui m'ont dit avoir été émus par ce côté-là, ce côté de relations, ces relations ben, dans le temps, puisque comme vous le disiez, comme tu le disais, il y a des pas entre le futur, le passé, les lieux, l'Asie, la France. Et en fait, on est tous loin dans le temps, on est loin dans l'espace, mais il y a quand même quelque chose qui nous relie. Et c'est vraiment l'humanité. C'est ce qu'on a, c'est ce que tous les gens ont. Voilà. Moi, je suis assez positive. Hein, Mais c'est super. Moi, je suis je crois en l'être humain, je crois en tout ça. avec tes paroles. C'est vraiment, voilà. J'ai rien à ajouter. Ouais, voilà, j'ai pas toujours les mots pour le dire. J'ai plus de facilité à l'écrit, je rassure ceux qui m'écoutent. Je suis plus à l'aise à l'écrit qu'à l'oral. Et Hein. du coup, je me posais la question, puisque en tant qu'enseignante, par rapport aux enfants, la place de la lecture aujourd'hui, on dit qu'aujourd'hui, beaucoup d'enfants ne lisent plus. Et quelle est ton analyse par rapport à ça? Toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que c'est foutu? Parce qu'il y a beaucoup d'audiolivres aussi, il y a un bel avenir pour les audiolivres. Est-ce que d'ailleurs le tien pourrait sortir en audiolivre ou pas? Il est déjà sorti un livre audio. Ouais. D'ailleurs, c'est Nathalie Bouli qui en fait la lecture. Tout à l'heure, elle était connectée. Je vois pas trop là. Moi, je l'écran. En plus, oui. Alors là, je pense que Nathalie va me gronder. Bon, enfin, Pascal, tu étais au courant? Oui. Mais des fois, quand on est en live comme ça, c'est perturbant. On n'est pas aussi posé que quand on se voit dans la réalité. C'est difficile, je trouve, les visios parce qu'on n'est pas en face vraiment. Hein. Ouais, non, mais c'est ça. Et puis, on doit s'arrêter pour laisser parler l'autre. Enfin, il y a tout un protocole un peu à essayer de le respecter. Sinon, ça se chevauche et on n'entend plus rien. Oui, donc il y a eu un livre audio. Alors moi, mes élèves, ils sont petits puisque j'ai des maternelles et donc eux, c'est pas un problème. Bon, ils lisent pas, hein, mais ils aiment qu'on leur lise des histoires. Et j'encourage les parents d'élèves en début d'année, quand je fais ma réunion de rentrée, à leur lire des histoires tous les soirs et des histoires de qualité, pas des histoires d'oral, exploratrices qu'on trouve en grande surface. C'est bien, je dis pas que c'est mieux que rien, on va dire. Mais voilà, il y a quand même une autre littérature avec des vocabulaires plus riches, avec des dessins plus élaborés, qui développent l'imaginaire. Et voilà, et lire des histoires et les relire aussi. Souvent, relire les mêmes histoires pour qu'ils retiennent le vocabulaire. Donc, souvent, je leur dis ça aux parents, les amener dans les musées, etc. Parce que pour moi, voilà, tout est un peu lié. Ouvrir l'esprit au maximum. Mais en grandissant, et je l'ai vu avec mes propres enfants, j'en ai qui lisent, d'autres pas. Et c'est difficile, et même en étant, voilà, moi, ils me voient lire,
mes enfants, mes propres enfants me voient lire et c'est pas pour ça que… Alors oui, effectivement, le livre audio, ça peut être pas mal parce qu'ils ont l'habitude d'avoir des écouteurs et de faire des trajets. Bon, ça peut être pas mal, une ouverture. Après, moi, il y a quelque chose que j'ai trouvé très bien en collège. C'était un moment, là, cette année ou l'année dernière, il y avait les 10 minutes tous les matins ou toutes les semaines, je sais plus, ça dépendait des collèges. Tous les matins, ils avaient 10 minutes de lecture obligatoire. Ils devaient prendre un sac, dans leur sac, un livre de chez eux ou du CDI de l'école, du collège. Et ils avaient 10 minutes où ils ne pouvaient rien faire d'autre. Alors, j'ai trouvé cette initiative formidable. Elle n'a pas été faite, elle n'a pas été faite au collège de mon fiston, mais j'ai trouvé que c'était une super initiative. Ah oui, parce que quand on n'a rien d'autre à faire et qu'on commence à lire quelques lignes, on a si on a bien choisi. Donc là, par contre, c'est vrai qu'on manque d'idées en tant que parents parce qu'on n'a pas le même univers que nos enfants. Ils lisent pas du tout les mêmes choses, ils n'ont pas envie des mêmes choses, ils regardent pas les mêmes films. Donc rien qu'en voyant, ils regardent pas les mêmes films. Moi, aucun de même ma fille aînée n'a pas voulu lire La Nuit des Temps. Ouais. Alors que pour moi qui avais eu ce coup de cœur quand j'avais son âge, je pensais que c'était universel et que pas du tout. Ouais. Pas du tout. Donc ils ont, ça y est, on change de génération, donc que leur conseiller. Donc je pense qu'il y aurait un travail à faire auprès des jeunes qui disent à leurs profs les livres qu'ils ont aimés, que les profs le relaient aux parents, parce que maintenant avec l'informatique, on est en lien avec comment ça s'appelle, le NT. Voilà, donc il suffirait de poster une fiche, que tous les enfants écrivent les livres qu'ils ont aimés, que le prof le diffuse aux parents, et moi je saurais quoi leur acheter. Parce que souvent, je suis démunie, je sais pas vraiment. Hein. Plus ils grandissent, en plus je suis démunie. Parce que quand ils sont petits, c'est très facile. Mais après, à partir du collège, ça commence à être un petit peu plus difficile. Et au lycée aussi, puisque bon, ils n'aiment pas les mêmes choses que nous. Et là, je pense qu'il y aurait un travail à faire parce que dans ces 10 minutes, au moins qu'ils aient un livre qui leur plaise. Et au bout de 10 minutes, ils auront envie de le continuer chez eux en rentrant. Voilà. C'est ça l'objectif. En parlant de livres… Mais encore faut-il que le livre soit intéressant. Oui. En parlant de livres, quels sont tes livres de lecture actuellement sur ta table de chevet? Alors, j'ai une grande pile et j'arrive pas trop à lire. Les piles à lire. Voilà. Qui n'en finit plus parce que j'ai pas trop le temps de lire puisque déjà je fais la promotion de mon livre parce que même quand on a un éditeur, voilà, on fait des salons, des dédicaces, puis les salons on les trouve pas, ils tombent pas du ciel. Récemment, il faut les chercher. Récemment d'ailleurs, je voulais rappeler que tu as été à Parole d'auteur et tu avais reçu un prix aussi avec Parole d'auteur. Oui, j'ai reçu le prix de Parole d'auteur en 2020. Après j'ai eu d'autres prix où je suis arrivée finaliste, notamment le prix féminin pluriel Montpellier Méditerranée, où je suis arrivée 4e sur 10 romans en lice. Super. Alors, il y avait quand même Olivia Ruiz, etc. Bon, voilà, il y avait des gros auteurs, donc j'étais quand même contente. Et puis avec le Lions Club aussi, le prix régional de littérature, où là, je suis arrivée seconde. Félicitations, hein, bravo, c'est super. Oui, non, mais tout ça, ça me dépasse. Hein, je le dis, mais en même temps, je le réalise pas. Ouais. Il y a un écart entre ce qui se passe, ça va tellement vite. Tout s'est passé en 1 an et demi, donc j'ai pas encore digéré. Et puis je suis tellement dans l'action, voilà. Et c'est vrai que même si mon éditeur participe beaucoup et que, par exemple, pour les traductions à l'étranger, moi j'ai rien fait, hein, c'est lui qui l'a trouvé tout seul, etc. Pour des gros salons peut-être, voilà. Mais pour les petits salons régionaux, il y a que nous qui sommes bien placés pour savoir qu'un village à 10 km de chez soi, il va y avoir un salon. Ouais. Il peut pas le faire pour tous les auteurs qu'il y a dans la maison d'édition. Donc, effectivement, je passe beaucoup de temps. Donc, j'ai moins de temps pour lire. Donc, ma palle est comme ça. Mais dedans, il y a notamment un livre de Jean-Jacques Hano. Alors, je regarde mes notes, hein, parce que moi, je suis pas pareil. J'ai pas la mémoire. Comment ça s'appelle déjà? Visuel? Une vie pour le cinéma, de Jean-Jacques Hano. D'accord. Une vie pour le cinéma, où il raconte toutes les anecdotes de tournage. Ah, et je trouve ça intéressant. Ça me plaît beaucoup. Hein. Voilà, donc là, c'est pas du tout dans ce que j'écris. Sinon, j'ai La mauvaise herbe qui m'attend de Yves Montmartin. J'avais lu de lui Les escargots ne bavent pas tous de la même façon. Et j'avais vraiment… Ouais, le titre est vraiment rigolo. J'avais beaucoup aimé. Et c'était avant d'écrire mon propre livre, hein, quand je commençais à aller sur des groupes de lecture, sur les groupes Facebook,
parce que je suis beaucoup sur des groupes de lecture sur Facebook et depuis que j'y suis, je lis de moins en moins de livres à gros tirage, enfin, de best-sellers, etc. J'achète souvent les livres d'auto-édités ou de petits auteurs et j'ai trouvé des perles. Voilà, donc notamment Yves Montmartin, s'il m'écoute. C'est J'avais super. beaucoup aimé Les escargots ne bavent pas tous de la même façon. Et là, La mauvaise herbe, c'est pas du tout la même chose. Apparemment, ça se passe en Algérie. Voilà, j'aime bien aussi lire des choses qui sont pas de mon univers, hein, pour J'imagine que du coup, découvrir. tu privilégies les petites librairies indépendantes. Voilà, les petites librairies indépendantes et pas Amazon. Ouais. Parce qu'on a toujours un conseil de libraire, hein, c'est toujours plus intéressant. Des fois, on rentre dans une librairie, on n'a pas d'idée. Et en discutant de ce qu'on aime avec le libraire, C'est qui hyper est important. obligatoirement plus disponible que dans une grande enseigne. Ouais. Voilà. Oui. D'ailleurs, où c'est qu'on peut commander tes livres concrètement? Alors partout, on peut les commander donc dans les bonnes librairies. Hein, voilà, vous pouvez les commander ou des fois ils sont en rayon parce qu'ils sont en livre de poche et en grand format. Sinon, voilà, en ligne aussi sur Sorams par exemple en ligne, ils ont toutes les versions. Okay. Ils ont la version audio, la version numérique, le livre de poche et le livre grand format. D'accord. Mais après, voilà, dans toutes les librairies, on peut le commander si l'on pas en rayon. Et pour ceux qui voudraient une dédicace, est-ce que tu as ton prochain salon du livre? Alors, mes prochains, parce que pareil, ça j'ai préparé. J'en ai un dimanche à Saint-Gély-du-Fès. Oui. Donc, c'est dans le 34, dans l'Hérault, hein, à côté de Montpellier, Demain. de 10h à 18h, demain. Ensuite, j'en ai un à la Gazette Café, le 8 juillet. À quelle heure? C'est un café alors c'est de 18h à 19h30. Alors, pour rappel, la Gazette Café. Là, c'est une rencontre, c'est pas un salon, hein, c'est une rencontre littéraire. Okay. Où je vais parler de mon livre en détail et surtout quand même de la région en Chine où je suis allée et dont je parle dans le livre. Okay. Et ensuite, il y aura une séance de dédicace. Super. Ensuite, je serai à Saint-Martin-de-Londres au marché nocturne les 16, 23 et 30 juillet de 18h à 23h. Okay. Donc là, c'est sympa parce que c'est un marché, il n'y a pas que des livres, hein, il y a tout un... C'est le soir, tout est éclairé. C'est vraiment très sympa comme marché. Saint-Martin-de-Londres, c'est pas très loin de Montpellier, c'est dans le nord de Montpellier. C'est au nord de Montpellier, c'est dans l'arrière-pays, non loin du. Maintenant, même pas dans l'arrière-pays, hein, on roule 20 minutes. Oui, quand je dis l'arrière-pays, c'est en direction du Pic-Saint. Oui. Oui, voilà. D'un havre de paix où on peut déguster de très bons vins. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce qui est prévu? Après, on passe en septembre avec, il y aura un salon, en fait, du livre organisé par mon éditeur, au domaine Saint-Clément, à Saint-Clément-de-Rivière, avec que les auteurs M+. Ok. Voilà. Pour qu'on puisse se rencontrer et il y aura un salon qui commencera à 10h du matin, ça sera, je pense, que la matinée. Mais bon, je le diffuserai. De toute façon, je diffuse tout sur les réseaux sociaux. Voilà. Est-ce que tu as un site internet en dehors des réseaux sociaux? Alors, j'ai un blog. Oui. Florence Tolosan blog. Enfin, je sais pas. On Google. En fait, c'est Overblog. Il faut taper Florence Tolosan Overblog et vous l'aurez en tapant ça sur le moteur de recherche. Ok. Un mot pour nos auteurs débutants avant de terminer cette rencontre? Je leur conseillerais d'écrire sans avoir d'appréhension, sans se dire oh là là, que vont penser un tel et un tel s'ils me lisent. Voilà, écrivez pour vous en se disant que personne ne lira. Parce qu'après, de toute façon, on fait des coupes. Donc, il ne faut pas brider l'imagination. Donc, je pense qu'il faut y aller, il faut écrire, avoir plein de cahiers. Et puis, laisser poser aussi, apprendre à laisser poser, à passer à autre chose. Pendant ce temps, aller au cinéma, voir ses amis, aller dans les musées pour se nourrir. Parce qu'après, en fait, quand on est dans un processus créatif, tout converge vers ça sans qu'on s'en rende compte. Donc, même si on va au resto, si on voit des gens, notre cerveau, il sait qu'il est en train d'écrire cette histoire. Et même si on n'y pense pas, hop, il y a des choses qui sont, c'est vrai. On percute, on voit des choses qu'on ne verrait pas d'habitude. Et après, on s'en sert. Voilà. Donc, il ne faut pas non plus se dire, enfin, moi, en tout cas, c'est mon conseil parce que je ne fonctionne pas comme ça, mais chacun trouve après ce qui lui convient. Mais moi, jamais j'ai eu d'angoisse de page blanche ou quoi que ce soit parce que je ne me suis jamais réimposée. Je me suis jamais dit là, il faut que j'écrive. Si ça vient pas, je vois autre chose et je me braque pas.
Donc, je pense qu'il y a ça aussi, il faut pas se mettre la pression. Et puis, alors après, une fois qu'on a écrit, il faut le faire lire. Il faut faire lire, faire lire, faire lire. Parce que les retours sont très importants parce qu'on n'a pas, on se voit pas. Des fois, on peut avoir des tics de langage qu'on a souvent à l'oral. On répète toujours un petit peu, on a des tics, hein, voilà. Donc, à l'écrit aussi. Et on les voit pas. Donc, c'est quand même bien de voir, d'avoir ces retours. C'est un peu des miroirs, hein, Mais oui, tout des à fait, bien lecteurs. sûr, c'est hyper important. Et surtout, je dirais, trouver des lecteurs quand même qu'on ne connaît pas. Il existe des sites aussi sur Internet, des pages, enfin, des groupes, pardon, des groupes Facebook de bêta lecteurs, ça s'appelle comme ça. Et on peut demander à des gens qui vont lire souvent gratuitement les livres qui les intéressent. Donc, il faut quand même déjà apprendre à le présenter, à donner envie aux bêta lecteurs de le lire. C'est quand même déjà un premier exercice, parce que c'est très, très difficile de parler de son livre. Moi, j'en étais incapable les premiers temps. Hein. Quand il est sorti, on me disait de quoi ça parle. Il n'y a plus rien j'arrivais pas. Puis maintenant, ça y est, il y a quelque chose qui s'est débloqué. Donc, c'est vrai que c'est un exercice tout qui est évolue. important et qui est d'arriver à présenter son livre. Il y a un cap à passer, mais après, une fois qu'il est passé, C'est vrai. c'est, Oui, c'est vrai que c'est difficile. ouais, je suis d'accord avec toi. C'est vraiment, En fait, on n'arrive pas à sortir, à le résumer parce qu'on a tout en entier. C'est difficile. C'est comme s'il fallait définir son propre enfant en un mot, des choses comme ça. Ça me fait cette impression. Il faut arriver à dire aux gens l'essentiel pour qu'ils aient envie de le lire. Et il y a un côté quand même un peu commercial. Et quand on sort d'une écriture où on a écrit 300 pages, c'est pas évident de résumer en si peu de mots et trouver lesquels, sur quoi insister. Est-ce qu'on insiste sur l'histoire d'amour? Est-ce qu'on insiste sur le voyage? Est-ce qu'on insiste sur le mystère? C'est très difficile. Et je pense qu'il n'y a que les lecteurs qui peuvent nous le dire. Et donc, les premiers lecteurs sont très importants, même les autres, hein, parce que régulièrement, quand je vois les avis de lecture, ça me fait évoluer dans ma manière de voir mon livre. Parce que tout le monde ne voit pas la même chose. Il y en a qui ont aimé certains passages, que d'autres ont préféré d'autres. Et leur retour me permet de voir mon histoire avec un autre regard. Et donc, quand j'en parle après, ça me nourrit tout ça aussi sur mon propre livre. C'est très important, ces interactions. eh ben, Florence, on arrive à la fin du live. Je te remercie infiniment pour cette belle rencontre. Merci à toi. Et bon, moi, j'ai hâte. Bon, je pourrais pas venir demain parce que j'ai des obligations professionnelles. Mais en tout cas, demain, je te souhaite de belles rencontres à Saint-Gély-du-Fesque. Voilà, pour ceux qui voudraient y aller et qui sont en vacances pour avoir une petite dédicace. Voilà, préparez-vous parce que Saint-Gély, c'est super agréable comme village. Voilà. Oui, puis ça va être à l'extérieur. Il y aura beaucoup d'auteurs. C'est vers Et pour moi aussi, c'est ça l'occasion. le centre Brassens, hein, c'est ça? Oui, voilà, c'est entre la salle Georges Brassens et la Poste. Ok. Donc, c'est tout un espace Voilà, on peut se agréable chez les garer gens. facilement. Oui. Les gens sont super sympas. Vous avez des super. C'est à 10 minutes de Montpellier. Ouais. Voilà. Ben, écoute, merci beaucoup. Je te dis à très bientôt. Merci à tous Merci à toi. nos internautes de nous avoir écoutés, d'avoir été présents. Et puis, merci d'avance à ceux qui nous regarderont en IGTV. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain live qui se déroulera, je pense, en septembre. Voilà. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.